Bienvenue dans l'édition de la nuit sur BFM TV. À la une de l'actualité, médaillé mais frustré, Renaud Lavillenie a manqué l'or dans la finale du saut à la perche aux mondiaux de Moscou. Il repart avec la médaille d'argent. C'est la deuxième médaille française de ces championnats. Un rassemblement à Vénissieux près de Lyon. Les musulmans dénoncent un climat d'islamophobie. Un jeune militaire de 23 ans a été placé en détention et mis en examen. Il prévoyait de tirer avec son arme à feu sur la mosquée des Minguettes. L'homme à l'origine de l'accident de car dans l'Aude ne sera sans doute pas jugé. Cet Ukrainien souffre de paranoïa. Il pourrait être reconnu comme irresponsable pénalement. Il avait avoué avoir tiré sur le volant du conducteur. Bilan, 2 morts et une trentaine de blessés. Ibrahim Boubacar Keïta élu président du Mali. Soumaïla Cissé, son rival, lui adresse ses félicitations et reconnaît sa défaite. Le nouveau président devra sortir son pays de 18 mois de crise politique. La météo de votre mardi, le matin, les nuages seront moins présents sur le nord du pays. En revanche, ils seront plus nombreux au sud de la Garonne. Les températures, 10 degrés à Reims, 13 à Paris, 18 à Lyon et 23 à Perpignan. L'après-midi, le soleil s'imposera sur quasiment tout le pays. Les températures sont à la hausse, 21 à Lille, 23 à Paris, 26 à Lyon, 34 degrés à Marseille. C'est donc la déception et la frustration qui règnent au sein de la délégation française d'athlétisme aux mondiaux de Moscou. Renaud Lavillenie n'est pas parvenu à décrocher l'or. Il repart avec l'argent. Il s'est confié à François-Xavier de Châteaufort, envoyé spécial de BFM TV à Moscou. Avec Renaud Lavillenie, vice-champion du monde du saut à la perche. Renaud qui apporte une deuxième médaille d'argent à l'équipe de France lors de ces championnats du monde ici à Moscou. Renaud, félicitations. Renaud, une médaille d'argent au goût amer finalement, avec une impression mitigée. Une impression mitigée, mais plus ça va et plus j'ai quand même de la satisfaction parce que j'ai jamais été autant en difficulté sur un concours que ce que j'ai pu l'être aujourd'hui. Donc voilà, franchement, avec du recul, j'aurais pu réellement repartir d'ici avec rien du tout parce que j'ai jamais trouvé mes sensations. Donc voilà, finir vice-champion du monde avec la même hauteur que le champion du monde. Je suis quand même satisfait, quoi. On le savait, vous étiez venu ici pour aller chercher le titre, cette médaille d'or, ce titre de champion du monde en plein air, le seul qui manque à votre palmarès. Ouais, c'est le seul qui manque et il manque encore pour au moins 2 ans. Mais voilà, ça reste que je construis encore un beau palmarès avec une 10e médaille internationale et voilà, je suis quand même content parce que c'était, honnêtement, j'ai jamais trouvé les clés et jamais trouvé les clés en finissant un tel résultat, c'est quand même pas si ridicule que ça, quoi. Donc voilà, c'est difficile, quoi. Vous avez montré que vous étiez une nouvelle fois un véritable guerrier. On vous connaît comme ça sur les meetings et dans les grands championnats. Lorsque vous avez franchi 5,89 m au 3e essai, vous étiez dos au mur. Si vous franchissiez pas cette barre, il n'y avait pas de médaille. Ouais, c'est ça qui était super dur, quoi, super dur. Et j'ai mis du temps à mettre finalement un pied sur le podium. Mais ouais, c'était vraiment difficile, quoi. Donc comme on voyait sur les images, je partais au 3e couloir et c'est quelque chose qui est pour moi qui est pas normal dans un stade de cette envergure-là. Ça m'est jamais arrivé auparavant et il y avait trop de paramètres qui étaient perturbants pour vraiment être dans des conditions correctes. Donc ça fait partie du jeu malheureusement et il a fallu se battre et je suis content de m'être battu jusqu'au bout et j'ai pas démérité, quoi. Et puis le champion du monde allemand Holzepe, c'est pas n'importe qui, vous le connaissez bien. Ouais, bien sûr, hein, je le connais bien. Il a été champion du monde junior, il a eu le record du monde junior et puis voilà, il fait une médaille olympique l'année dernière. Donc voilà, c'est pas le mec qui est sorti nulle part. Il a su juste faire le super concours le jour où il fallait et voilà, franchement, faut respecter ça aussi, quoi. Donc non, c'est un gros championnat quand même, quoi. Il y a un gros concours, quoi. Vous l'avez dit, Renaud, c'est votre 10e médaille en grande compétition en 4 ans. Ça aussi, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, et c'est pour ça que ça m'aide à vraiment bien relativiser sur cette médaille et à prendre du plaisir quand même, parce que voilà, être de tous les championnats, de toutes les finales, de tous les podiums, c'est dur. Je dirais peu importe le niveau que l'on a, quand on a pas regardé toutes les disciplines, hormis Usain Bolt qui est ultra dominant. Sinon, même même un mec qui a le record du monde, on peut prendre Arias Merit, il est pas sur le podium. Et voilà, c'est l'athlé, c'est comme ça, et on connaît les règles du jeu, et c'est d'autant plus intéressant quand on gagne derrière, quoi.
Très bien, merci beaucoup, encore bravo Renaud pour cette nouvelle belle médaille. Une médaille d'argent encore pour l'équipe de France ici à ces mondiaux d'athlétisme à Moscou, après l'argent déjà récolté par Mélina Robert-Michon au lancer du disque. Alors Renaud Lavillenie avec François-Xavier de Châteaufort, envoyé spécial de BFM TV à Moscou. Autre déception française, regardez, c'est au 110 mètres haies. Le Français Thomas Martineau-Lagarde termine 7e. Il est le premier Français à participer à une finale mondiale du 110 mètres haies depuis le titre décroché par Ladji Doucouré. C'était en 2005. C'est l'Américain Jason Richardson, tenant du titre, qui a remporté la course en 13 secondes, 34 centièmes. Et puis, un mot de la Française Myriam Soumaré. Elle a été éliminée en demi-finale du 100 mètres. Mais la grande déception française de ces mondiaux, vous le savez, elle s'appelle Christophe Lemaitre. C'est désormais officiel, il déclare forfait pour la suite de ses championnats. Le Français a passé une IRM, sa blessure nécessite 8 jours de repos. Gersan Diar, Pierre Icten. Christophe Lemaitre se tord de douleur. C'est l'autre image de la finale du 100 mètres. Le Français quitte la compétition sur civière. Les examens médicaux pratiqués ce matin sont sans appel. Lemaitre souffre d'une lésion tendinomusculaire aux ischio-jambier droit. Une blessure qui nécessite du repos, beaucoup de repos et de la rééducation. Pour les championnats, c'était pas réaliste d'essayer de le mettre sur la piste. Par contre, c'est comme toute blessure chez le sprinter, ça va récupérer et puis il sera à nouveau opérationnel pour la saison à venir. Plus que la fin des mondiaux, Christophe Lemaitre voit surtout sa saison se terminer. Mais le champion d'Europe du 100 mètres relativise. Ça va bien, écoutez, je le prends assez bien, je veux dire. C'est vrai que sur le coup, ça a été dur, quoi, mais bon. Là, après avec du recul, on va dire que c'est les aléas du sprint, enfin même du sport de haut niveau. Et voilà, ce que j'ai eu, c'est typiquement ce qu'on peut avoir dans une course quasiment de 100 mètres. Donc bon, ce sera peut-être pas la première et ce sera pas la dernière fois, quoi. Une absence qui porte un coup aux espoirs du relais 4 x 100 mètres. Christophe qui sera en tribune pour soutenir ses coéquipiers jusqu'à la fin de la compétition. Un militaire de 23 ans placé en détention est mis en examen. Il projetait de tirer à l'arme à feu contre une mosquée de Vénissieux, près de Lyon. Proche des idées de l'extrême droite radicale, il a été interpellé mercredi dernier. Le jeune homme, solitaire et fragile psychologiquement, était dans une période difficile à la suite de déboires amoureux. Ce sont des proches inquiets par sa dérive extrémiste qui ont donné l'alerte aux autorités. Dans ce contexte, la communauté musulmane dénonce un climat d'islamophobie croissant. Un rassemblement a eu lieu ce lundi devant la mosquée de Vénissieux. À Marseille également, les musulmans dénoncent une atmosphère de plus en plus pesante. Jenna Lebras, Perrine Baglan. La discussion est sur toutes les lèvres. Le sentiment pour les musulmans d'être stigmatisés est de plus en plus présent. La majorité des Marseillais dénoncent un racisme ambiant et des attaques verbales quasi quotidiennes pour certains. Sincèrement, dans ce quartier, il y en a toujours un ou deux chaque journée. Un qui passe par là ou qui passe devant le magasin avec une remarque désobligeante. De l'intolérance, mais surtout de l'incompréhension. Les musulmans dénoncent l'amalgame fait entre islam et terrorisme, une assimilation qui révolte les fidèles. On n'a pas attaqué les musulmans en permanence. Dès qu'on dit islam, c'est des terroristes. Pour quelle raison c'est des terroristes ? Des comportements malveillants devenus presque banals à Marseille, où un tiers de la population est de confession musulmane. J'estime que vraiment il faut arrêter, quoi. Il faut que les gens soient beaucoup plus tolérants. Face à la montée de la violence, la communauté musulmane tente toutefois d'apaiser le climat de tension pour éviter les polémiques. En 2012, 469 actes malveillants envers la population musulmane ont été recensés. C'est plus d'un par jour. Un retour sur cet accident de car survenu dimanche matin dans l'Aude et qui a fait 2 morts et une trentaine de blessés. Un passager ukrainien avait expliqué aux enquêteurs avoir tiré sur le volant du conducteur. Il pourrait bien être reconnu comme irresponsable pénalement. Il souffrirait de troubles paranoïaques. Céline Moncel. Le passager ukrainien qui aurait provoqué l'accident de car pourrait ne jamais se retrouver devant un tribunal. Examiné par un médecin psychiatre, l'homme d'une trentaine d'années pourrait être jugé irresponsable de ses actes. Au moment de l'accident, il était victime de bouffées délirantes de type paranoïaque. Sa responsabilité et son discernement sont fortement altérés, voire abolis. Ce qui signifie, s'il a un discernement totalement aboli, qu'il est irresponsable. Il restera à 2 experts que le juge d'instruction va désigner dans le cadre de l'information judiciaire qui va être ouverte, de déterminer très exactement quel était l'état de sa responsabilité pénale au moment des faits. Jugé inapte au maintien en garde à vue, l'homme a été interné d'office dans une unité de soins psychiatriques de Limoux. Mais il a reconnu avoir eu une altercation avec le chauffeur. Il lui aurait demandé de s'arrêter pour satisfaire une envie pressante. Devant le refus du conducteur,
Le passager se serait alors saisi du volant et aurait provoqué la sortie de route du véhicule. Le chauffeur du car, dont la version des faits avait dans un premier temps été jugée peu crédible par les enquêteurs, a finalement été mis hors de cause. À l'actualité internationale et les résultats de l'élection présidentielle au Mali, Soumaïla Cissé reconnaît sa défaite et adresse ses félicitations à son rival Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien Premier ministre. Le nouveau président de 68 ans va désormais devoir redresser son pays après 18 mois de crise et d'instabilité. Écoutez le porte-parole du président fraîchement élu, Oumar Keïta. Il se dit soulagé. Nous allons voir un Mali quand même réconcilié. On avait peur quand même, hein, parce que toute la journée on a entendu, il y a eu des fraudes massives partout. Et là, maintenant, le candidat Soumaïla qui reconnaît la victoire d'Iveka, c'est la victoire du Mali, je pense. En tant que président, je pense qu'il va appeler à la réconciliation nationale. Je pense que c'est la première chose qu'il va faire. Et ensuite, il va organiser les assises du Nord, c'est-à-dire appeler toutes les couches sociales pour organiser des assises du Nord, qui va pas tarder. Et je pense la première chose qu'il va faire, ce sera réconcilier tous les Maliens. Gibraltar, de nouveau au cœur de tensions très vives entre Londres et Madrid. La Grande-Bretagne souhaite revoir dans cette région la délimitation d'une zone de pêche au détriment des Espagnols. Conséquence immédiate, l'Espagne envisage de faire payer un péage de 50 € à la frontière du territoire britannique. Noémie Le Weller. Le dialogue de sourds prend des allures de guerre diplomatique. Ce matin, Londres a appareillé l'un de ses porte-hélicoptères à destination de l'Espagne et demain, un navire de guerre mettra également le cap sur Gibraltar pour un simple exercice militaire prévu de longue date. Mais dans ce contexte tendu, la presse espagnole y voit déjà une tentative d'intimidation de la part des Britanniques. Car de part et d'autre, chacun maintient des positions radicales. Dans les colonnes de la presse aujourd'hui, le maire de Londres déclare « Retirez vos mains de notre rocher ». Et en face, les Espagnols de renchérir par la voie d'un communiqué. Les mesures, nos contrôles sont légaux, proportionnés. Nous sommes obligés de le faire pour Schengen. Nous n'y renoncerons pas. Fin juillet, les autorités de Gibraltar construisent un récif artificiel autour de ce petit territoire de 7 km² pour empêcher les incursions des pêcheurs espagnols. En réponse, Madrid renforce les contrôles à la frontière et envisage aujourd'hui la mise en place d'une taxe de 50 € au péage. Les premiers touchés, ce sont les riverains. C'est un peu exagéré parce qu'ils ont fait attendre les gens pendant 7 heures de la chaleur de l'été. Maintenant, il faut penser 10 fois avant de décider de traverser parce qu'on ne sait pas si on va trouver des queues ou des délais ou non. Le contentieux ne cesse de s'envenimer et pourrait finir devant les tribunaux internationaux. Sur ce point au moins, les deux nations sont d'accord. La suite des négociations de paix entre Israël et Palestine, elles reprendront mercredi. Le Hamas parle de discussions futiles. De son côté, Israël souffle le chaud et le froid. La colonisation va se poursuivre, mais 26 prisonniers palestiniens vont être libérés. Renaud Parquet. Voici la liste des 26 prisonniers palestiniens prochainement libérés. Un engagement pris par l'État hébreu à la suite de négociations avec l'autorité palestinienne. Mais cette annonce a provoqué la colère des familles de victimes tuées dans des attaques à la bombe. Personne ne peut ressentir ce qu'on ressent. Cela fait 20 ans qu'on ne dort plus. Chaque jour, c'est un cauchemar. Pour nous, chaque nuit, c'est pareil. Nous allons porter l'affaire devant la Cour avec l'espoir d'être entendus. La Cour doit remettre en cause la décision prise par le gouvernement. Côté palestinien, l'annonce d'hier soir de ces libérations a été accueillie avec joie parmi les familles de prisonniers. Je me sens soulagé, mais j'aurais souhaité que mes parents soient vivants pour accueillir mon frère après cette longue période. Mon père a passé 20 ans de sa vie à le visiter en prison et attendait le moment de sa libération. Au total, 104 prisonniers palestiniens devraient être libérés, mais à quelques jours de la reprise des pourparlers de paix entre les deux parties, la poursuite des constructions dans les colonies risque de geler à nouveau les négociations. C'est un pari totalement fou. Aux États-Unis, le constructeur automobile Tesla vient de présenter un projet de transport absolument révolutionnaire. L'Hyperloop, c'est son nom, devrait permettre de relier San Francisco à Los Angeles en seulement 30 minutes. Un système digne d'un film de science-fiction. Mathieu Coach, correspondant de BFM TV à Washington. Imaginez un tunnel géant de 610 km de long pour relier Los Angeles à San Francisco. À l'intérieur, une nacelle de 2 mètres de diamètre propulsée par un système électromagnétique. Cette capsule flotterait dans le tunnel grâce à de l'air à haute pression pour éviter le contact avec les parois et pour annuler toute friction. Résultat, ce système permettrait de se déplacer quasiment à la vitesse du son
plus de 1000 km par heure. Inutile de comparer l'Hyperloop à un avion, à un train, une voiture ou un bateau. Son inventeur, le milliardaire Elon Musk, un nostalgique du Concorde, parle d'un 5e moyen de transport moderne révolutionnaire et il assure que cela coûterait 10 fois moins cher à fabriquer que des rails de TGV. En revanche, il ne parle pas du prix du billet. Ce Los Angeles-San Francisco Express ne pourrait accueillir que 6 personnes par nacelle. La réalité, c'est que ce projet n'est pas pour demain. À 42 ans, ce génie qui a déjà fait fortune en inventant le mode de paiement sur Internet PayPal veut se concentrer sur 2 sociétés tout aussi folles. La marque de voitures électriques de luxe Tesla, ce sont des bolides pour millionnaires qui ne polluent pas. Et surtout son bébé SpaceX, c'est la première société privée qui a réussi à lancer une fusée dans l'espace. Son projet le plus fou, Elon Musk l'a déjà annoncé, il veut envoyer d'ici 10 ans un homme sur la planète Mars. Ça fait rêver. Le rappel des titres dans l'édition de la nuit sur BFM TV. Médaillé mais frustré, Renaud Lavillenie a manqué l'or dans la finale du saut à la perche au mondiaux de Moscou. Il repart avec la médaille d'argent. C'est la 2e médaille française de ces championnats. Un rassemblement à Vénissieux près de Lyon. Les musulmans dénoncent un climat d'islamophobie. Un jeune militaire de 23 ans a été placé en détention et mis en examen. Il prévoyait de tirer avec son arme à feu sur la mosquée des Minguettes. L'homme à l'origine de l'accident de car dans l'Aude ne sera sans doute pas jugé. Cet Ukrainien souffre de paranoïa. Il pourrait être reconnu comme irresponsable pénalement. Il avait avoué avoir tiré sur le volant du conducteur. Bilan, 2 morts, une trentaine de blessés. Ibrahim Boubacar Keïta, élu président du Mali. Soumaïla Cissé, son rival, lui adresse ses félicitations et reconnaît sa défaite. Le nouveau président devra sortir son pays de 18 mois de crise politique. De l'argent au goût amer, Renaud Lavillenie, le perchiste français, a manqué de peu la médaille d'or lors de la finale aux mondiaux de Moscou. Le français repart avec l'argent, non sans déception. Pierre Ecten avec Gaël Biche. Renaud Lavillenie, dos au mur, un air de déjà-vu. Mais à Moscou, le Clermontois n'a pas eu la même réussite qu'à Londres l'été dernier. Alors qu'il s'essaye à 5,96 m, c'est l'échec. Renaud Lavillenie n'est que vice-champion du monde. En fait, j'avais qu'une impatience, c'était de trouver ma course, c'était de trouver mon saut, quoi. Et j'ai jamais trouvé. Il faut que j'attende le dernier essai à 89 pour monter sur le podium virtuel. Et voilà, il fallait le faire, mais il y a quand même beaucoup de frustration. Car en franchissant 5,89 m du premier coup, c'est l'Allemand Raphaël Holzdepe qui est devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière. Un titre qui a toujours échappé à Lavillenie, médaillé de bronze en 2009 et 2011. Ça reste que c'est toujours des médailles et que c'est toujours une régularité, toujours une présence au plus haut niveau, mine de rien. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important pour moi, quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de perchistes qui ont collectionné plusieurs médailles internationales. Et pour étoffer sa collection, Renaud Lavillenie a déjà pris rendez-vous à Pékin dans 2 ans, mais surtout à Rio en 2016. Et puis déception aussi en 110 mètres haies avec l'échec du Français Thomas Martineau-Lagarde qui termine 7e. Un peu plus tôt, c'est la Française Myriam Soumaré qui avait été éliminée en demi-finale du 100 mètres. La politique et un parfum de récré dans la cour de Matignon. Pour sa rentrée, Jean-Marc Ayrault a accueilli 300 enfants du Secours populaire, des enfants privés de vacances qui ont pu jouer dans les jardins de la résidence du Premier ministre. Jean-Marc Ayrault qui s'est même essayé à l'escrime, échange de fleurets avec les enfants. Le Premier ministre qui a tenu à rappeler que sa semaine de vacances avait été studieuse. J'étais en vacances avec ma femme en toute tranquillité, mais j'ai suivi tout ce qui se passait évidemment et j'ai pris des décisions. Je crois qu'il faut que les Français soient convaincus qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir, ça n'existe pas. Par contre, les hommes et les femmes qui gouvernent, ils sont comme les autres, ils ont besoin de temps en temps de repos, ils ont besoin de se ressourcer, ce que j'ai fait pendant une semaine et je me trouve en pleine forme pour retrouver à fond la responsabilité qui est la mienne. Un Premier ministre et des ministres qui restent donc mobilisés cet été pour répondre à la consigne de François Hollande. En revanche, la droite, elle, est plutôt discrète. Pourquoi ce silence? Yoann Pariset, Pauline de Saint-Rémy. La dernière fois que l'on a vu et entendu Jean-François Copé, c'était le 22 juillet dernier. Depuis, même l'hyperactivité de François Hollande n'a pas eu raison du silence du président de l'UMP. Pas plus que de celui de François Fillon qui n'a plus parlé politique publiquement depuis 1 mois. À ces absences remarquées, plusieurs explications. Tout le monde à droite était un peu fatigué. Depuis 2002, la droite était au pouvoir. Pour son premier été dans l'opposition l'an dernier, la guerre Copé-Fillon avait commencé dès juillet. Donc
Cette année, ils étaient tous épuisés, fatigués. Ils voulaient aussi beaucoup préparer la rentrée, parce qu'aujourd'hui, à droite, ce qui anime tout le monde, c'est la bataille pour le leadership en vue de 2017. Et la rentrée sera une séquence importante en vue de cette bataille-là. En l'absence des ténors de l'UMP, les visages moins connus du parti occupent le terrain, à l'image du sénateur Roger Carucci qui en assure la permanence sans s'inquiéter du boulevard laissé à la majorité. C'est quand même un été d'illusion, parce qu'ils ont fait, que ce soit François Hollande, que ce soit Jean-Marc Ayrault à partir d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus dans la présence physique et médiatique que dans la gestion, dans la proposition ou dans la décision concrète. Ça ne nécessite pas, à part de faire des communiqués, de dire sincèrement ça suffit, les Français ont besoin de décisions concrètes, ça ne nécessite pas forcément la présence à Paris de Copé ou de Fillon juste maintenant. De longues vacances donc qui se sont également traduites par une accalmie sur le front des querelles d'ego à l'UMP, mais seulement pour mieux préparer une rentrée en ordre dispersé. Plus d'une soixantaine de morts depuis le début du mois de juillet à Tokyo, au Japon. La ville est frappée par un épisode caniculaire très intense, chaleur étouffante, air irrespirable. Cécilia Chaumont. Jusqu'à 41 degrés au plus fort de la journée, c'est encore pire que les jours passés. Le week-end dernier déjà, au moins 9 Japonais ont succombé à cette chaleur exceptionnelle pour le pays. En l'absence totale de vent, la température ressentie dépasse facilement les 45 degrés. J'ai abandonné les économies d'électricité, il fait trop chaud. La climatisation est branchée jour et nuit à la maison. Depuis juillet, 68 victimes sont à déplorer. Pourtant, certains courageux n'ont rien changé de leurs habitudes. C'est une question de mentalité. Question de mentalité aussi, certaines familles n'hésitent même pas à chercher la fraîcheur des plages, juste à côté de la centrale de Fukushima. Je regarde les infos, ils disent que des mesures fiables sont effectuées, donc je ne suis pas inquiet. Les autorités japonaises l'affirment, elles fermeront la baignade en cas de radioactivité trop élevée des eaux. On jette un œil à la une de vos journaux et une photo en couverture de Libération, celle de cet exploit manqué de si peu. L'exploit de Renaud Lavillenie qui rêvait de décrocher l'or aux mondiaux d'athlétisme de Moscou. Il repart avec l'argent. L'homme qui a quand même sauté jusqu'à 5,89 m. Ouest France confirme que cette médaille a un goût amer. C'est l'Allemand Hutzepper qui a surpris tout le monde en montant sur la première marche du podium. Lavillenie, l'argent seulement, titre le Dauphiné qui souligne que la performance est quand même remarquable. Un pique-nique dans les jardins de Matignon. Le Figaro s'amuse d'un Premier ministre en chef de colo, Jean-Marc Ayrault, qui a reçu ce lundi à Matignon 300 enfants du Secours populaire privés de vacances. Une opération de communication, selon le journal. La Croix se penche sur les conséquences positives de la canicule de 2003. Cet été meurtrier avait mis en lumière la solitude des personnes âgées. Depuis, les leçons ont été tirées. La Croix qui révèle aussi que le prix moyen des fruits a flambé cet été, plus 14%, et celui des légumes, plus 17% sur un an. Les Échos confirment la situation économique plus que difficile de BlackBerry. L'équipementier canadien capitule face à Apple et Samsung. Aujourd'hui, une cession du groupe n'est plus tabou. Le Figaro économique explique que BlackBerry n'a jamais réussi à s'adapter à un marché qui est en perpétuelle évolution. Aujourd'hui en France, s'intéresse à vous. Petit budget et grandes vacances. Crise oblige, les Français se serrent la ceinture. Vous partez moins loin et moins longtemps. Le secteur du tourisme est obligé de s'adapter. Et puis un sourire, celui des parents de Maël. Le Maine Libre souhaite la bienvenue au 2000e bébé éprouvette sartois. Le centre médical du Mans est devenu la source d'espoir de bien des parents qui rêvent d'avoir un enfant mais qui connaissent des difficultés. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, l'édition de la nuit, on reviendra sur la déception de Renaud Lavillenie. Le perchiste français voulait de l'or. Il repart de Moscou avec de l'argent.